Bloc Invest. Parlons investissement tout simplement. Alors, je vais mettre aux voix la proposition de loi. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 540, exprimé 532, majorité 267, pour 385, contre 147. L'Assemblée nationale a adopté. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bloc Invest. Ici, on parle d'investissement et d'immobilier. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'actualité immobilière. Comme tu l'as pu entendre précédemment, là c'était le vote pour la nouvelle loi anti-squat qui a été votée. Donc on va parler en premier de ça, mais pas que. On va aussi parler des DPE, des banques, de l'inflation et de tout ça. Mais comme d'habitude, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Thomas, je suis investisseur immobilier, je vis uniquement de mes biens immo, je ne fais pas de location courte durée, je ne fais pas non plus de formation, donc je suis désolé, je n'ai rien à t'offrir à part mes connaissances. Donc ce podcast est simplement à but éducatif et moi ça me permet du coup d'effectuer des recherches et d'apprendre aussi dans mon coin. Mais avant de commencer de parler de l'actualité, deux petites choses. Alors la première, je tiens à remercier les gentlemen investisseurs chez qui je suis passé en direct. Alors c'était juste par téléphone pendant leur live Twitch, l'épisode où il y a marqué qu'un locataire payait son loyer en tacos. Donc en fait c'était moi derrière. Donc si tu vois qu'il y a des similitudes par rapport à l'épisode précédent que tu as écouté sur ma chaîne, sur du coup mon locataire qui ne paie pas, eh bien il s'agit effectivement de la même personne. Donc c'était bien moi. Je ne leur ai pas dit que je faisais un podcast en parallèle, que j'avais une chaîne. Le but n'était pas de faire de la pub, mais étant donné que si tu m'écoutes, que c'est une chaîne qui parle principalement d'immobilier, il y a 9 chances sur 10 pour que tu les écoutes aussi. Donc voilà, maintenant, comme ça, au moins tu es au courant. Je ne suis pas en train de piquer l'histoire d'une autre personne, c'était bien moi pendant leur podcast. D'ailleurs, en parlant de ça, ça devait être le podcast de cette semaine, la partie 2 de mon locataire qui ne paie pas. Je ne peux pas te la délivrer tout de suite, donc voilà pourquoi maintenant je fais les podcasts avec 15 jours d'intervalle, en espérant que le prochain podcast parlera de la partie 2 de mon fameux locataire avec qui je suis en procès. Je ne peux pas t'en dire plus, mais sache que c'est en train de bien partir en live. Donc on s'est croisés quelques fois et tu verras ça du coup dans la partie 2. Bien, maintenant revenons à nos moutons, parlons de l'actualité immobilière. Donc je ne vais pas te parler des immeubles qui se sont effondrés récemment à Marseille, si je dis pas de bêtises. Là, je vais d'abord te parler, pour commencer, de la loi qui vient d'être votée qui vient d'être votée, c'était le 4 avril 2023 sur les squats en France. Donc, spoiler alerte, la loi a bien été votée, donc c'est bon. La loi anti-squat est passée. J'ai eu le temps de suivre tous les débats de l'Assemblée nationale. Donc, ouais, j'avais vraiment que ça à faire pour le podcast. Donc, je vais te faire écouter quand même les deux parties. La gauche était contre, si je dis pas de bêtises. Le centre et la droite étaient pour. Donc, c'est pour ça que la loi est passée. Parce qu'il faut savoir que 90% des lois ne sont pas adoptées à l'Assemblée nationale. Donc je vais te faire passer quelques extraits du coup de ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Tu verras, c'était vraiment aberrant. Donc je t'ai fait vraiment un rétex très très court. Et ensuite des conclusions pour savoir qu'est-ce qui nous concerne en tant que propriétaire bailleur. Mais tout de suite, on commence avec les réflexions de la gauche. La loi actuelle prévoit d'ailleurs sans délai l'expulsion des gens occupant le domicile, résidence secondaire ou principale.
Ok, donc là je te l'ai coupé vraiment très court, mais dans le global, dans tout ce qu'il disait, la loi était tout à fait convenable et les personnes, quand elles étaient expulsées, c'était très rapide, c'était du jour au lendemain. Bon, dans les faits, tu sais très bien comme moi que ça ne se passe pas comme ça, même si c'est ta résidence principale. Bon, on passe à la suite. Voici désormais quelques exemples concrets reçus dans nos permanences de gens qui, avec votre loi, vont se retrouver comme squatteurs et même voleurs. Guillaume est étudiant en droit, arrivé dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Il a trouvé un logement, une sous-location. Un jour, la personne qui lui sous-loue le logement lui dit que le propriétaire doit récupérer son bien d'ici un mois, congé-vente. Guillaume fait une demande HLM, cherche un logement. Mais les prix des loyers, la caution, les feuilles de salaire sur 3 générations qu'on lui demande, Guillaume n'y arrive pas. Il stresse tous les matins de se retrouver à la rue, mais ne peut faire autrement. Ok, on commence par le début. Donc Guillaume fait de la sous-location. Bon, je ferme les yeux sur ça. Ensuite, on dit que c'est un étudiant. Donc j'imagine qu'il y a les parents, comme 99% du temps, qui sont derrière. Ou alors il y a des bourses et tout ça. Peut-être qu'il travaille, peut-être qu'il ne travaille pas. Peu importe. Dans tous les cas, il a des revenus, sinon il n'aurait pas pu louer la première fois. Et au-delà de ça, le souci, en fait, à aucun moment dans l'Assemblée nationale, ils en ont parlé, c'est que ils n'arrivent pas à trouver un autre logement, alors qu'il y en a plein de vides. Alors là, pourquoi? Eh bien, la solution, c'est très simple. C'est que, enfin, la solution, c'est que, en fait, on a fait des lois pour protéger les locataires. Le problème, c'est qu'en les protégeant trop, eh bien, ce sont les locataires qui sont lésés. On a des lois en fait contre-productives ici en France. Là, il est obligé de montrer le cautionnement, il parle des 3 dernières fiches de paie et tout ça. Je vais raconter une histoire. Je connais un propriétaire qui n'a pas loué son bien à un locataire potentiel alors qu'il le voulait parce que au niveau de ses revenus, il était trop juste. Il aurait pu payer, il aurait pu s'en sortir, ses revenus allaient vraisemblablement augmenter, mais il ne l'a pas pris en lui disant mais écoutez, j'aimerais bien vous prendre, mais je ne peux pas parce que si un jour vous ne payez pas, je ne peux pas vous virer. Donc le propriétaire en question a laissé son logement vide plutôt que de le louer. Et en fait, c'est le gros problème ici que l'on a en France. On a beaucoup de logements qui sont vides. Les propriétaires décident du coup de tout freiner. Pourquoi? Parce que les locataires sont trop protégés. Si les locataires n'étaient pas aussi protégés, les propriétaires louaient beaucoup plus facilement. Donc ça voudrait dire que du jour au lendemain, tu te trouves à la porte, mais le lendemain, dans beaucoup de nos pays voisins, ben, tu trouves un logement. Et le jour où tu ne paies pas, tu sais que le propriétaire il pourra te virer. Donc évidemment, le propriétaire a beaucoup plus de confiance et dans tous les cas, il ne va pas te demander 36 000 documents comme ici en France. Il dit ok, bon, ben, tant que tu payes, ben, c'est bon, tu peux rester. Le jour où tu ne payes pas, bon, ben, je change de locataire. Et ce qui fait que tu as un marché beaucoup plus fluide. Et donc évidemment, le jour où toi tu te retrouves à la porte, le lendemain tu retrouves un logement automatiquement. Donc voilà, c'est QDF, j'ai envie de dire. Et ce n'est pas tout, cette personne politique dont je ne connais pas le nom et de toute façon on s'en contrefout, donc va malgré lui étayer mon sujet. Je vais vous raconter une histoire advenue dans ma ville de Toulouse. Chacun qui est allé dans la ville rose connaît la place Saint-Pierre, c'est bar traditionnel, et à quelques pas de là, il y a un grand bâtiment de 4500 mètres carrés qui s'appelle le quai Saint-Pierre face à la Garonne, qui appartient désormais à la société Cogedim. Celle-ci a un projet immobilier qui est décrit sur leur site. Je cite, « Votre résidence-service senior Cogedim Club allie adresse prestigieuse et service haut de gamme. Un emplacement incomparable, conjuguant sécurité, rentabilité et optimisation fiscale. » Il faut que je vous raconte comment cet immeuble, qui est vide depuis 10 ans, est arrivé dans les mains de la Cogedim. Il appartenait à un moment à la métropole de Toulouse, qu'il a laissé à un promoteur immobilier en 2014 pour 4,75 millions d'euros. 6 ans plus tard, l'immeuble était toujours vide. Ce promoteur l'a vendu à la Cogedim 11 millions d'euros. En 6 ans, il a fait un bénéfice de 6 millions d'euros sur un bâtiment qu'il a laissé sciemment vacant pour spéculer. Bon alors là, pour moi, beaucoup de choses à dire qui n'ont jamais été énumérées du coup à l'Assemblée nationale.
Pour commencer, là on en revient au même, pourquoi le bâtiment était vide? Ton bâtiment, le promoteur, il n'est pas bête. En France, c'est le seul pays où tu préfères le laisser vide et de ne pas le louer parce que tu gagnes plus d'argent que si tu le mets en location. Parce qu'en location, ton bâtiment vaut moins cher. Pourquoi il vaut moins cher? Comme je te l'ai dit, tu ne peux pas virer le locataire. Donc, s'ils n'avaient pas fait des lois qui protégeaient les locataires, ton fameux promoteur immobilier, il aurait vraisemblablement loué le bien. Ok, donc, ça aurait fait beaucoup plus de logements sur le marché. Ça, c'est la première chose. Et pourtant, c'est la personne qui parle, donc une personne de gauche, qui vote ce type de loi. Ensuite, en numéro 2, il dit qu'il a fait 6 millions de bénéfices, mais juste parce qu'il avait attendu. Alors l'immobilier, c'est pas que ça, c'est pas tu attends puis tu gagnes de l'argent. Alors c'est un produit qui est contre l'inflation, évidemment, on pourra en parler, mais à aucun moment il dit s'il a fait les travaux ou pas. Il a sûrement travaillé là-dedans et d'ailleurs, si c'est un promoteur, c'est son gagne-pain en fait, c'est comme ça qu'il gagne sa vie, c'est avec l'immobilier. Donc les 6 millions, il a peut-être fait des travaux dedans et même s'il n'en a pas fait, c'est son mode de fonctionnement. Donc tu ne peux pas reprocher à une personne de gagner de l'argent dans son boulot. Et dernier point, là c'est pareil, on fait toujours l'amalgame, c'est toujours les riches contre les pauvres. Alors oui, ils gagnent beaucoup d'argent, mais pourquoi est-ce qu'on est jaloux et pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas tout le monde à vouloir gagner de l'argent? Non, en fait, le petit souci qu'on a, c'est que on veut répartir la pauvreté en fait. D'un côté, on a la grande qualité des politiciens de gauche qui arrivent à bien répartir la pauvreté. Et de notre côté, on a le gros défaut du capitalisme qui répartit très mal les richesses. Quitte à choisir, je préfère être du côté où il y a de l'argent. En plus de tout ça, le bâtiment qui est vendu par la mairie, donc quelque chose qui fait partie de l'État. Ensuite, qui est fait pour de l'optimisation fiscale, donc sûrement une loi Pinel, ce genre de choses. Donc s'il a fait de la loi Pinel, ça veut dire qu'il a rénové tout le bien. Et ça, qui c'est qui a fait cette loi? C'est l'État. Et bien sûr, il n'y a aucune remise en question. Mais bon, revenons sur notre sujet principal, les squatteurs. Voyons ce qu'ont répondu du coup l'opposition. Je vais vous parler d'abord de Mégane, qui a 24 ans. J'aimerais vous dire qu'elle habite dans la Somme, mais depuis le décès de sa maman, elle n'a plus de logement. Son seul logement était la maison de sa maman dont elle a hérité, et sa seule ressource, les loyers qu'elle était censée percevoir. Mais le locataire ne paie plus depuis 1 an et demi. Elle n'a plus de logement, elle n'a plus de ressources, et elle nous dit quelque chose de très clair. C'est moi qui suis dehors et c'est lui qui est au chaud. Cécilia, qui a un appartement de 35 mètres carrés en Île-de-France. Ses locataires ne paient plus depuis le second mois, ça fait 6 ans qu'ils sont dans l'appartement. Pour Cécilia, c'est 75 000 € d'impayés. C'est 25 000 € de charges qu'elle a dû continuer à payer et c'est 8 000 € de frais d'avocat. Cécilia, elle a dû changer de logement pour pouvoir payer toutes ses charges et elle va devoir vendre cet appartement avec évidemment une forte décote puisqu'il est squatté. Donc voilà dans quel pays nous vivons. Alors là c'est vraiment un drame. Donc pour la première personne, t'imagines qu'il y a eu le décès de sa mère et en plus de ça, tous les souvenirs qu'elle a dans la maison, ils sont complètement perdus parce que les squatteurs, à chaque fois, ils te ravagent les maisons et les appartements. Ça devient vraiment, c'est une infection. Tu peux même pas respirer à l'intérieur. C'est des gens, ils savent pas du tout vivre. Et c'est ces gens-là en fait qu'on essaye d'aider, soi-disant, à l'État. Mais si tu as le malheur d'avoir hérité en plus, alors là, c'est fini pour toi. L'État ne sera pas tendre. Tu as les frais de succession et en plus, tu seras le méchant riche. Ensuite, la deuxième personne, donc Cécilia, là, c'est pire parce que alors là, il te disait qu'il y avait quelques milliers d'euros de sortie, donc 75 000 € plus 8 000 € de frais d'avocat. Aujourd'hui, elle a dépassé les 100 000 €. J'ai déjà vu un reportage sur elle. Et les fameux locataires là, qui sont restés 2 mois en payant, on a retrouvé des photos de eux sur Instagram où ils sont à la piscine en vacances, ils sont à la plage, à la montagne. C'est des gens en fait qui gagnent pas mal d'argent. Ils ont économisé énormément d'argent parce que du coup ils ont économisé 75 000 € de frais
du coup qui n'ont pas payé. Donc ils vivent dans l'abondance et tout ce qu'ils font c'est des renvois, des rappels et tout ça avec un avocat. Ce qui fait que la procédure dure vraiment 3 plombes. Alors que tu vas juste sur Instagram et tu vois qu'en fait, ils vivent la belle vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait montrer au procès et dire, mais attendez, regardez, ils vivent beaucoup mieux que moi et moi, je suis en train de couler et eux, ils vivent la belle vie. Mais non, tu es propriétaire, ils sont locataires, c'est le méchant riche contre le gentil pauvre. C'est toujours la même histoire. Pour moi, c'est juste du racisme contre des gens qui essayent de s'en sortir. Mais heureusement, il y a une intervention que j'ai bien appréciée. Il s'agit d'une femme qui a essayé de remettre, on va dire, l'église au centre du village. Et écoute bien. 64% des propriétaires bailleurs ne détiennent qu'un seul logement en location. Et 1/3 d'entre eux sont des retraités. Les revenus qu'ils tirent de leurs biens en location sont absolument indispensables pour leur garantir une retraite sereine. Bon, là, je comprends la mécanique, étant donné qu'il parle à des gens en face qui sont de gauche, qui n'aiment pas l'argent, ou voilà, c'est le diable. Il faut qu'ils puissent prouver à ces gens-là que, en fait, ils appauvrissent d'autres personnes, en fait, qui n'ont rien demandé et qui ne pourront plus vivre si leur logement est squatté. Mais je trouve ça vraiment dommage qu'on soit obligé d'en arriver là pour faire passer une loi alors que quelqu'un soit riche, pauvre, noir, blanc, peu importe qui il est, d'où il vient et tout ça, on devrait avoir une égalité totale et impartiale, mais partout. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui est ressorti lors des débats à l'Assemblée générale. Écoute bien. Alors nous avons écouté toutes ces personnes et ils nous ont tous dit la même chose, qu'ils avaient perdu la confiance dans la justice de leur pays. Ah bon, ils ont perdu la confiance en la justice de leur pays. Que c'est étonnant en France. Non, évidemment, si tu as déjà eu affaire à la justice ou que tu as déjà fait un procès en France, tu es largement au courant qu'il n'y en a pas dans notre pays. Dans notre pays, évidemment, tout est sclérosé, ça n'avance pas et il y a un ras-le-bol général des Français. De toute façon, il suffit de descendre dans la rue pour le voir. Mais au-delà de ça, je vais te parler d'une autre histoire qui est survenue le 15 septembre. Enfin, il y a eu un jugement le 15 septembre dernier d'une personne. Donc en gros, tu avais un locataire qui ne payait plus depuis 2 ans. Il y avait eu un commandement d'impayé, donc la personne était considérée en gros comme une personne sans droit ni titre. Donc on n'est pas loin vraiment du squatter. Donc la personne devait se faire virer, voilà, c'était acté, on va dire. Cette personne est tombée de la rambarde, la rambarde de la cuisine a lâché et elle est tombée. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a poursuivi en justice son propriétaire qui n'a pas voulu, qui n'a pas voulu entretenir son bien. Le jugement final, qu'est-ce qu'il a été? Le propriétaire a dû donner 60 000 euros. 4 000 euros au locataire en question qui est tombé, donc ça c'est sans compter tous les frais de justice, et 56 000 euros à la CPAM. Donc c'est quand même fou de devoir donner 60 000 euros. Imagine, tu as ton logement, tu es chez toi tranquille, là tu as ton locataire, il faut absolument que tu le fasses partir pour X ou Y raison, soit tu dois vendre, soit c'est parce que le logement, tu dois mettre tes enfants, ou alors tu dois le retaper entièrement. Cette personne en question, ça faisait 12 ans qu'elle était dans le logement. Elle a préféré ne pas payer. Donc à ce moment-là, ton ex-locataire ne te fait plus rentrer. Donc tu lui envoies les huissiers. Donc autant te dire que c'est pas l'amour fou. Imaginons que tu veuilles faire réparer quand même, parce que toi, t'as un grand cœur. Tu décides quand même de faire les travaux alors que la personne est là. Mais à quel moment le soi-disant locataire va vouloir te faire rentrer, va autoriser à ce que tu fasses rentrer des gens, même si c'est pour faire les travaux? Ça n'arrivera jamais. Donc moi, je te dirais ce que j'aurais fait dans ce cas-là. Bon, là, ça ne compte plus parce que la loi a changé. Mais à cette époque-là, moi, j'aurais prouvé que j'aurais voulu que j'avais appelé des artisans pour qu'ils viennent. Ils auraient témoigné en ma faveur en disant, mais attendez, nous on était venus
pour refaire les travaux, mais c'est cette personne, c'est ce locataire, ce squatteur du coup, qui n'a pas voulu nous faire entrer. Donc la responsabilité, ce n'est pas la nôtre, c'est celle de la personne habitant là. Et comme ça, tu aurais pu te décharger. Donc ils ont voulu jouer à ça, je crois. Donc l'avocat, c'est ce qu'il a voulu mettre en avant. Bon, évidemment, il n'y avait pas de preuves, même si c'est du bon sens. La personne, le propriétaire, a été condamné. Et je trouve ça hallucinant, tu es condamné parce que quelqu'un qui squatte chez toi a eu un accident. C'est comme si un voleur venait par effraction dans ta maison te voler des choses, en fait, n'importe quoi. Et hop, il vient, il passe, il vole ton ordi, ta télé, il tombe dans l'escalier, la police arrive. Et le voleur, il dit, bon, ben, je porte plainte parce que j'y voyais pas très bien dans le noir, les lumières et tout fonctionnent pas, donc je porte plainte contre le propriétaire. C'est exactement la même chose. Donc maintenant, qu'est-ce qui change dans cette loi? Parce que ça peut t'intéresser. Et bien premièrement, enfin théoriquement, ça ne devrait plus arriver parce que une personne qui est chez toi, qui ne peut plus, ou qui squatte, il y a une exonération pour le propriétaire de son obligation d'entretien. Ça, c'est la première chose qui change et c'est vraiment très bien. C'est pour éviter ce genre de bêtises humaines où le propriétaire doit payer. Il faut savoir que tu as beaucoup de squatteurs qui s'amusent à mettre la loi en disant ok, tu es obligé d'entretenir le bien, tu me dois, c'était 3 ans d'emprisonnement si tu rentres chez moi avec 45 000 euros d'amende. Ils s'amusent à coller le texte de loi sur les fenêtres pour dissuader les propriétaires. Donc là, en fait, on marche vraiment sur la tête. Donc voilà pourquoi, déjà, alors premièrement, la loi s'est durcie contre les squatteurs à ce niveau-là. De 1 an d'emprisonnement, on est passé à 3 ans comme le propriétaire. Et pareil, de 15 000, on est passé à 45 000 euros. Alors ça, je te dis tout de suite, ça sert strictement à rien. À quel moment un squatteur est parti en prison ou a dû payer ces 45 000 euros. C'est quelque chose qui n'arrive jamais. Enfin, à l'époque, c'était 15 000 euros et 1 an d'emprisonnement. Peut-être qu'avec 3 ans, ils vont lui mettre 1 mois, grand max, mais j'y crois pas du tout. Et les 15 000 euros d'amende, évidemment, ils disent qu'ils sont locataires, qu'ils sont insolvables, et donc ces mecs-là ne paieront jamais de la vie. Par contre, toi, tous les frais sont pour toi. Les frais d'avocat et autres, ça, tu te les enquilles. Une autre chose qui change, pour les locaux commerciaux ou tout immeuble abandonné, si on les squatte, ils sont passés à 2 ans d'emprisonnement pour le squatteur et 30 000 euros d'amende. Là, c'est la même histoire, ce ne sera jamais appliqué. Ensuite, si un locataire ne paie pas, pareil, ils ont rajouté une amende de 7 500 euros pour un locataire de mauvaise foi. Évidemment, c'est un locataire de mauvaise foi. Bon, qu'est-ce qu'on en pense ? Locataire, s'il ne paie pas, c'est soi-disant parce qu'il ne peut pas te payer, donc ce sera vraiment appliqué que dans de très rares cas, pour ne pas dire aucun. Donc jusqu'ici, la loi, en gros, la nouvelle loi en tout cas, ne t'aide pas trop. Il y a un seul endroit où ça peut t'aider, c'est que les procédures devraient être accélérées et que tu n'as pas besoin d'autant de temps pour virer un squatteur chez toi. Voilà. Et en plus de ça, alors je pense que c'était déjà le cas avant, mais tu peux l'expulser entre le 1er novembre et le 31 mars. Donc si tu ne connais pas, ça c'est la trêve hivernale. Bon, seulement pour les squatteurs bien sûr. Donc en conclusion, des sanctions renforcées mais complètement inapplicables pour des squatteurs. La seule chose qui pourra t'aider, c'est que tu n'es plus responsable du logement, enfin en tout cas de l'entretien quand l'on squatte chez toi. En fait, pour moi c'est de la pure logique. Et peut-être des délais raccourcis pour l'expulsion des locataires. Mais pareil, j'ai bien peur que ce soit surtout pour ta résidence principale et secondaire que ça le sera. Parce qu'on est toujours dans un pays où si tu loues un bien ou que tu as un bien vide destiné à la location, tu es toujours le méchant riche. Donc on n'est pas encore sorti de l'auberge. Surtout qu'au-delà de tout ça, avec l'inflation, on a une augmentation considérable des impayés de loyer. Donc les impayés supérieurs à 1 mois de loyer, avec une relance à J+30, s'élèvent à 2,32% en Ile-de-France, alors qu'avant, on était à 0,89, donc là ça fait x3.
Et d'ailleurs, en Ile-de-France, c'est là où tu as 42% des squats. Donc la plupart des biens qui sont squattés, c'est là-bas. Et sinon, pour le reste de la France, donc dans les 10 plus grandes villes de province, à ce jour, tu es à 3,91% d'impayés. C'est énorme, sachant qu'avant, tu étais plus dans les 1 à 3%. 3%, c'était vraiment dans certaines zones les plus craignos. Mais sinon, la France, c'était dans les 1%. Non, avant, d'ailleurs, c'était 1,25% en province. Et là, on est à 3,91. Donc voilà, on a les impayés qui font x3. D'ailleurs, en parlant de ça, au-delà des impayés de loyer, on a aussi beaucoup d'entreprises qui sont en impayés. Je vois j'ai beaucoup de retours de fournisseurs, surtout dans le bâtiment du coup, qui me disent qu'ils ont des gens qui commandent des milliers, des dizaines de milliers d'euros de marchandises et qui se mettent en impayés, qui ferment les sociétés. Le petit souci, c'est qu'au bout d'un moment, si tu as trop de clients qui te font défaut et que tu ne récupères jamais l'argent, au bout d'un moment, c'est le fournisseur qui sera en défaut et qui ne pourra plus fournir du coup, les prochains clients. Donc là, on est dans une inflation. Donc heureusement, on n'est pas dans une hyperinflation. Et si tu possèdes de l'immobilier, que tu as l'impression un jour que tes biens augmentent, en fait, c'est surtout que tu as les euros, enfin ta monnaie fiduciaire plutôt, qui diminue. C'est juste ça. On continue toujours dans l'actualité. Je vais te parler vite fait du DPE. Le DPE, ils se sont rendus compte que 71% des DPE étaient faux. Donc, moi, ça ne m'étonne pas du tout. J'ai bien vu l'exemple dans l'un des immeubles que j'ai, sur 3 appartements, 3 lettres différentes. Bon, d'accord, il y en a un qui était dégradé. Par contre, j'en ai 2, c'est exactement les mêmes, même construction, même année. Les lettres, les DPE n'ont pas été faits par le même diagnostiqueur, pas en même temps. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la même lettre. Voilà. Donc autant te dire que pour moi ce n'est pas du tout sérieux cette histoire de DPE. Pour petit rappel, la loi climat et résilience prévoit de ne plus louer, tu n'auras plus le droit de louer, je crois que c'est jusqu'à la lettre E, ouais, c'est ça, EFG. Donc c'est les 3 dernières lettres, au fur et à mesure tu ne pourras plus les louer. Alors les G c'est déjà effectif au moment où j'enregistre le podcast. Donc maintenant, s'il est loué ton bâtiment et que c'est classe G, tu as le droit du coup de continuer la location. Tu ne vas pas pouvoir virer la personne, mais tu n'auras pas le droit d'augmenter le loyer tant que tu n'as pas fait les travaux. Donc ça, c'est la première chose. Je ne vais pas te rappeler toutes les modalités, mais les conséquences de tout ça, c'est que dans les 2 prochaines années, il y a l'UNPI qui estime à 2 millions de logements qui seront du coup perdus, qui ne seront plus loués parce que les propriétaires ne pourront pas forcément faire les travaux. Et d'ici 2034, donc quand on sera arrivé à la lettre E, ça fera 11 millions de logements. Alors là, tu vas me dire, oui, mais d'ici là, ils feront les travaux. Eh bien, pas forcément. On se rend compte que, comme tu as entendu dans l'un des extraits précédents, 64% des gens qui possèdent un bien immobilier, donc un tiers sont des retraités, et la grande majorité, le reste, ce sont des ouvriers. Donc qu'est-ce que ça implique? Ils ont très peu d'argent, du coup ils ne peuvent pas faire les travaux. Le bien qu'ils ont, c'est ce qu'ils utilisent pour vivre, c'est leur complément de retraite. Sans ça, ils sont vraiment en porte-à-faux, et ce seront du coup les premières personnes touchées par cette loi. Donc bon, évidemment, c'est un peu le Far West, l'immobilier. Quand tu fais 10 000 lois, tu n'as personne qui les applique. Là, je le vois jour le jour, personne n'applique toutes les lois qui sont faites, même pour virer les locataires, comme tous les squatteurs. Moi, dans ma région, je ne vois pas grand monde qui appelle la justice. Même les représentants, on va dire les représentants, les officiels du coin, savent très bien comment ça se passe. Ce sont les propriétaires du coup qui vont devoir faire la loi eux-mêmes en fait, parce que tu n'as pas le choix. Donc le gouvernement, je pense qu'il est complètement azimuté, ils sont complètement déconnectés en fait de ce qui se passe sur le terrain. Bon, on parle du DPE, mais est-ce que tu as déjà entendu parler du DTG et du PPT?
Si tu n'en as pas entendu parler, tu risques d'en entendre si tu es en copropriété. Personnellement, j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. Donc le DTG, qu'est-ce que c'est? C'est le diagnostic technique global. Donc en gros, c'est juste un diagnostic, quelqu'un qui vient, qui va te faire payer 4000 balles pour passer dans ton bâtiment et te dire quels travaux il va falloir faire. Voilà, alors là, aucun travaux n'est fait. C'est même pas un vrai diagnostic, c'est juste un diagnostic pour faire un diagnostic. Voilà. Donc, bon, on est toujours en France, hein. C'est nous, la paperasse, on ne fait qu'un. Ensuite, une fois que tu as fait ton DTG, tu devras faire un PPT. Donc, c'est un plan pluriannuel de travaux. Voilà, super, j'ai réussi à le dire. Donc, en gros, c'est à partir du DTG, tu dois faire une estimation du niveau de performance énergétique de tes travaux. Et donc, le PPT, tu dois le faire avant le 1er avril 2025. Donc, tu risques d'en entendre parler bientôt si tu es dans l'immobilier. Et ensuite, il doit être renouvelé tous les 10 ans, voilà, pour donner ta performance énergétique et voir les travaux qu'il y a à faire dans le but d'améliorer l'habitat. Donc en gros, tu risques d'avoir ton président de copro, si ce n'est pas déjà fait, qui t'en parle en disant, regardez, la loi nous oblige à faire ça. Sinon, quand on sera en E, parce que l'État va te faire peur en disant, bon, mais dès que vous êtes en E, vous ne pourrez plus louer. Et du coup, la copro dira, écoutez, il va falloir financer des travaux. Avant ça, on fait un petit DTG pour savoir qu'est-ce que l'on peut faire comme travaux pour améliorer tout ça. Et voilà, mais je sens que ça va être une galère sans nom, tout ça. Ensuite, on continue sur les lois et une bonne nouvelle pour les Airbnb. Donc, il n'y aura pas d'assujetti des locations Airbnb à la TVA. Donc, c'était la loi de finances 2023 qui prévoyait que la location meublée saisonnière qui de base est exonéré de plein droit à la TVA, devait être taxé. Donc en gros, c'était le Code général des impôts qui prévoyait l'application de la TVA aux propriétaires bailleurs qui offraient au moins 3 prestations par hôtelière, parmi donc il y avait l'accueil de la clientèle, le service des petits déjeuners, le nettoyage régulier du logement et la fourniture du linge. Donc toutes les locations du type Airbnb auraient été concernées et finalement ça a été abandonné. Donc très bonne nouvelle. Au moins ils ont compris que pour une fois le gouvernement ne fait rien et on sera très heureux nous. Ensuite je vais te parler d'une autre petite niche fiscale. Alors je ne sais pas si tu la connais mais il s'agit de louer ou sous-louer une partie de ton habitation principale. Eh bien, si tu fais ça, donc les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale pourront toujours être exonérées d'impôts sur les revenus issus de cette location s'il s'agit d'un meublé. Donc l'exonération est en effet prolongée jusqu'au 15 juillet 2024 alors qu'elle devait disparaître cette année en 2023, donc au 31 décembre. Donc je pense que ça leur laisse le temps de se calibrer pour voir ce qu'ils vont faire. Donc au final, bonne nouvelle, si tu fais déjà ça, tu ne paieras pas d'impôt sur tes revenus. Donc attention, il faut impérativement que le meublé soit issu de ta résidence principale et que la partie louée ne doit pas être indépendante. Donc en gros, c'est comme faire de la coloc chez toi. Ah, et aussi, ça doit être officiellement, en tout cas, la résidence principale de ton locataire. On continue avec une loi qui a été reconduite encore une fois. Enfin là, c'est pas une loi, c'est plutôt un système. C'est le prêt à taux zéro. Donc en gros, le prêt à taux zéro te permet d'acheter ta première résidence principale et un pourcentage de ton crédit sera à taux zéro. Donc à savoir que alors ça peut représenter jusqu'à 40% du prix que tu achètes. Donc imaginons que tu achètes pour 100 000 euros, tu peux avoir maximum 40 000 euros. Tout dépend de ton imposition. Mais ça, c'est ton banquier qui te le dira, à savoir que tu peux d'abord acheter de l'immobilier locatif et ensuite avoir le droit au prêt à taux zéro. Personnellement, j'ai réussi à faire ça avant d'acheter ma résidence principale. J'avais déjà plusieurs immeubles et ensuite j'ai fait du coup mon premier achat officiel de ma résidence principale. Et au moment de l'achat, étant donné que je défiscalisais tout, grâce aux travaux que j'avais fait sur mes immeubles, je n'étais plus imposable, contrairement
quand je travaillais, on va dire normalement. Ce qui fait que, félicitations, j'ai eu un joli prêt à taux zéro s'élevant à 40 000 euros. Donc je sais qu'il ne va pas y avoir beaucoup de crédits, le gouvernement doit le savoir aussi, qu'avec la montée des taux, très peu de personnes feront des prêts, en tout cas jusqu'au milieu de l'année. Pour le reste de l'année, je ne suis pas devin, mais apparemment c'est pas prêt de repartir tout de suite. Donc ils prennent pas beaucoup de risques à laisser le prêt à taux zéro toujours effectif cette année. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi le dispositif d'encouragement de l'investissement en forêt, le défi forêt qui est prolongé jusqu'au 31 décembre 2025. Donc ça, généralement, c'est pour, on va dire, les gens beaucoup plus riches ou qui n'ont pas l'habitude de gérer l'argent. Parce qu'il faut savoir qu'au bout d'un moment, quand tu gagnes beaucoup d'argent, ton but, ce n'est pas d'en gagner plus, mais c'est d'arriver plutôt à garder ta fortune. Et l'un des moyens qui est très connu, surtout en France, c'est d'acheter des forêts. Quand tu sais que quelqu'un a des forêts, ce n'est pas vraiment forcément pour le plaisir, c'est souvent parce qu'il paye trop d'impôts ou alors qu'il a compris le système de l'inflation comme on a aujourd'hui et pour contrebalancer l'inflation, il achète des forêts. Alors tu me diras, mais pourquoi pas des biens locatifs? Alors d'un côté, il y en a qui ne veulent pas s'embêter avec ça, et d'un autre côté, tu ne perds vraiment pas d'argent en achetant des forêts parce que tu es exonéré de taxes foncières. Et oui, donc les forêts, il n'y a pas de taxes foncières, enfin en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Donc cette fameuse loi, voyons, elle te permet en gros d'une réduction d'impôt de 18% dans la limite de 5 700 euros par personne. Mais pour ça, en gros, il faut que tu fasses un éco-investissement ou plutôt un investissement éco-responsable d'au moins 8 ans dans une forêt privée. Donc voilà, je ne vais pas plus loin là-dessus. Au moins, si tu sais que tu as beaucoup d'argent et que tu ne sais pas où le mettre et que tu vois l'inflation arriver, ben, ça peut être l'une des solutions que tu peux avoir. Mais bon, ça concerne très peu de gens. C'est souvent contre l'impôt, tu as ça, ou sinon tu as Pinel, où d'ailleurs maintenant, depuis le 1er janvier 2023, ils ont fait Pinel Plus. Donc c'est exactement comme Pinel, sauf que c'est encore plus restrictif. Voilà, ils sont en train d'arrêter le premier Pinel, où tu as eu beaucoup d'arnaques, beaucoup de gens qui ont fait faillite. Mais j'ai l'impression que ils apprennent pas de leurs erreurs et du coup ils continuent à te faire des produits de défiscalisation. Alors attention, quand le gouvernement te fait un cadeau comme ça, un produit de défisc, c'est que quelque part il va gagner beaucoup plus derrière. Son but c'est d'avoir plus de logements, plus de choses comme ça, mais derrière ne cherche pas, tu vas douiller tôt ou tard. Tous les gens jusqu'ici que j'ai rencontrés qui ont acheté du Pinel, ils s'en veulent. Ou alors ils se disent, ils sont un peu, on va dire, mitigés devant moi. Pourtant, la plupart sont bien informés qu'ils achètent leurs biens largement trop cher. Mais non, en fait, ils ont tellement peur de l'impôt. En fait, c'est comme une énorme peur qu'ils ont de l'impôt. Donc, au lieu de vouloir gagner plus, et du coup, évidemment, payer plus d'impôts, mais quand même gagner plus, non, ils préfèrent ne pas payer d'impôts et gagner moins. Au final, ils sont complètement perdants. Donc attention, la défixe, ça peut être bien pour une toute petite minorité de personnes, mais il faut vraiment que tu connaisses tous les textes de loi, voilà, il faut vraiment voir l'ensemble du tableau, mais tu as 9 chances sur 10 pour que ça ne te concerne pas. Donc voilà pourquoi c'est très décrié, surtout entre investisseurs, où dès qu'il y en a un qui en achète, il commence à être hué. Mais j'ai vu un cas où ça valait le coup. Mais bon, après tous les profils sont différents. Si tu ne veux acheter qu'un seul appartement, non, en fait, je te conseille pas forcément d'acheter du Pinel. Tu fais un appartement, tu fais des travaux dedans et tu paieras beaucoup moins d'impôts l'année suivante. Tu le verras très vite arriver. Bien, avant quand même de conclure, je vais te donner quand même mon sentiment de marché pour te dire où c'est que l'on en est en ce milieu d'année 2023. Déjà pour commencer, je vois qu'il y a de plus en plus de locataires. Donc quand tu es investisseur immobilier, c'est sympa, tu as de plus en plus de choix. Et en fait, c'est juste une suite logique parce que tous les gens qui arrivent, tous les nouveaux jeunes, enfin qui commencent à vieillir, qui n'ont pas encore acheté leur résidence principale,
ils ont vu la remontée des taux et les taux sont tellement élevés que ils ne peuvent pas forcément accéder à la propriété, malheureusement pour eux. Donc le marché va se tendre de plus en plus entre ça et les DPE. Et de toutes les lois qu'ils sont en train de faire, évidemment, ça va devenir de plus en plus compliqué pour eux. Bon, après, toi, ne t'en fais pas. Au niveau de l'investissement, c'est pareil. Tu vas avoir aussi beaucoup de mal, je pense, à trouver des biens. Mais ne décolère pas. Tu devrais arriver à trouver, même cette année, moi, j'ai encore acheté. J'ai trouvé un bien qui était vraiment très rentable, refait à neuf. Et si j'ai pu l'acheter, c'est parce que c'était un cas de divorce. Donc, bon, comme on dit, les malheurs des uns font le bonheur des autres. Le grand avantage qu'il y avait de mon côté, c'est que je pouvais dégainer un crédit assez vite. Maintenant, tant que le marché stagne, je pense qu'on en aura peut-être encore pour 6 mois, peut-être un an, je ne sais pas. Mais il va y avoir tôt ou tard, je pense. Alors, je ne suis pas devin, mais je vois bien une chute des prix IMO. Mais à côté de ça, on a une inflation qui joue. Donc l'inflation, si tu veux, on a nos billets qui tombent en chute libre au niveau des prix. Et à côté de ça, on a notre immobilier qui tombe aussi, mais comme avec un parachute. Donc je pense que je vais faire ça comme vignette pour le podcast, avec comme une image que j'avais déjà laissée sur mon Insta. Donc l'immobilier qui descend avec un parachute et nos billets qui tombent, eux, par contre, en chute libre. Donc en fait, c'est contre l'inflation, c'est quelque chose qui tient. Donc si tu as l'impression que l'immobilier monte, en fait, il ne monte pas vraiment. Ça veut juste dire qu'il garde sa valeur. Ou alors qu'il descend tout simplement moins vite. Donc comme je disais, de plus en plus de locataires, des gens qui n'accèdent plus à la propriété. Pareil, les artisans qui commencent à ne plus avoir d'activité. J'ai déjà des artisans qui m'ont dit que ça y est, depuis quelques temps, quelques semaines, ils ont beaucoup moins d'appels, voire plus du tout pour certains, pendant genre quelques semaines. Après, bien sûr, il y a toujours des réparations, des choses à faire. Mais comparé à 2022, où moi j'avais déjà prévenu mes associés, je leur ai dit écoute, là, on est sur une vague, on est sur un pic. Et là, quand les taux vont remonter, les gens vont arrêter d'acheter, ils vont arrêter de faire les travaux. Et 2 jours au lendemain, tout le monde aura fait les travaux, tout le monde aura acheté. Du coup, ça va s'arrêter net du jour au lendemain. Donc là, comme on dit, tant que le bâtiment va, tout va. Pour l'instant, ça va, ça tient le coup. On verra plus tard. Je pense que ça va quand même bien tenir. Les plus faibles, évidemment, tomberont, je pense. Mais pour la grande majorité, je pense que ça va quand même tenir. Concernant d'ailleurs les logements neufs, les gens ne veulent plus construire du neuf. Alors, il y en a encore qui continuent à négocier, qui trouvent des choses en centre-ville. Je pense que les promoteurs vont surtout viser le centre-ville parce qu'ils sont sûrs que ça va tenir, qu'ils arriveront à se faire un peu de marge. Mais quand tu arrives dans les grandes villes, en campagne, on va dire, en périphérie, le petit souci, c'est que vu que le prix des matériaux a augmenté, quand une maison te coûte 300 000 euros à la construire, alors que le prix marché est de 200 000 euros, évidemment, tu ne vas pas construire de maison là. Tu vas arrêter. Donc, la plupart des villes où le marché est beaucoup moins tendu pour la vente, surtout au niveau du prix du marché qui va, je pense, s'effondrer, ils vont arrêter de construire. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va encore plus tendre le marché. Évidemment, si tu n'as plus de logement neuf à acheter, tu vas aller sur le vieux. Mais le vieux, tu vas pas forcément pouvoir l'acheter parce que les taux ont augmenté. Donc, tu vas attendre que ça baisse. Et donc, évidemment, si tu construis des logements neufs avec le prix des matériaux, tu es perdant dès la construction. Bon, bien sûr, ce n'est pas une généralité, ça dépend de ton secteur principalement. Donc n'oublie pas, il y a toujours des affaires à faire, comme on dit, il y a toujours de l'immobilier à prendre, mais là, il va falloir être beaucoup plus sélectif pour avoir, on va dire, un peu plus de bénéfices, du cash flow, appelle ça comme tu veux, mais pour pouvoir arriver à en vivre ou au moins ne pas être négatif à la fin du mois, pour ne pas te mettre toi en porte-à-faux, il va falloir que tu cherches
des successions, des divorces, des gens qui ont besoin d'argent et qui sont pressés de vendre. Tôt ou tard, t'inquiète pas, il y en aura. Si une récession approche, tu vas trouver des gens qui seront prêts à vendre à un prix un peu plus convenable, ou en tout cas un peu plus convenable pour toi. De toute façon, même l'État va vite le voir, parce que je te rappelle que ces derniers temps, il y avait tellement de ventes que l'État avait beaucoup de recettes qui rentraient. Et oui, la plupart de ce que le notaire te fait payer, la grande majorité, ça part dans les collectivités locales et à l'État. Là, tout s'arrête du jour au lendemain. Moi, je le vois déjà très vite sur le terrain. L'autre jour, j'étais voir un banquier. On est resté toute l'après-midi à discuter. Au bout d'une heure, je me dis, ouais, je vais partir, vous avez peut-être d'autres clients. Il m'a tout simplement dit, non, j'ai personne. J'avais fait une banque la veille où, pareil, une banquière m'avait dit, non, mais en ce moment, c'est mort, on n'a personne. Donc voilà. Le retour des banques aussi est très bon pour voir ce qui se passe sur le terrain. Je connais d'ailleurs une banque très connue qui a décidé, en tout cas cette année, donc pour ces prochains mois, je ne sais pas si ça va continuer les prochains trimestres, mais au moment où j'enregistre, de ne plus financer les personnes qui souhaitent investir pour des biens locatifs. Ils ont tout simplement arrêté. Donc bon, l'astuce on la connaît, tu achètes, tu dis que c'est pour ta résidence principale, mais bon, c'est pas forcément évident si tu achètes un immeuble. Enfin bref. Donc voilà où c'est que l'on en est. On arrive timidement vers la fin de ce podcast. Avant de conclure, je tiens à te remercier pour cette écoute. On va essayer de tenir un petit rythme tous les 15 jours. Donc je ne suis pas sûr de faire beaucoup de podcasts parce que je suis vraiment très pris. Je suis sur les chantiers, je fais pas mal de choses. Des choses dont je ne peux pas te parler, en plus du procès d'ailleurs. Sinon, si tu souhaites que l'on se rencontre, j'ai vu que QLRR faisait une réouverture. Alors même si tu ne vas pas au séminaire de Cédric Anissette, donc je n'ai rien à gagner à lui faire de la pub, mais en fin d'année, le 14 et 15 octobre apparemment, il recommence les séminaires, donc je ne suis plus abonné à son truc, mais j'ai un associé qui l'est encore. Il faut savoir que nous, avec mes associés, on se retrouve pour cet événement-là. Je fais très peu d'événements parce que j'ai très peu de temps libre. Je n'ai pas le temps d'organiser quoi que ce soit. Et si tu souhaites que l'on se rencontre, généralement, mes associés, on avait l'habitude de privatiser un restaurant, généralement à côté, pas loin du séminaire. Et ce qui permet en fait de ramener tous les gens du séminaire et d'apprendre encore plus et de continuer. Personnellement, nous, en fait, on n'assiste plus vraiment à tous les slides et tout qui nous présentent. Le moment où on apprend le plus, c'est en rencontrant des gens au resto, surtout sur les derniers. On a de moins en moins de débutants qui sont présents. Et si tu veux vraiment débloquer le truc, un conseil, assiste à ce type de resto. Donc en gros, nous, c'est simple, chacun paye sa part. Et ensuite, nous, on donne l'argent directement au restaurateur à qui on a réservé tout le resto. Et ce qui permet en fait, de continuer le séminaire après le séminaire. Donc tu n'es pas obligé d'ailleurs d'assister à QLRR. Tu peux venir juste manger avec nous et échanger. Donc n'hésite pas à me contacter sur mon Insta. Et sinon, ce sera mes associés qui s'occuperont de ça sur les groupes Facebook. Bien, ça y est, nous y sommes, c'est la fin de ce podcast. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Encore désolé si j'ai quelques bugs, je n'ai toujours pas l'habitude d'enregistrer des podcasts. Comme d'hab, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je vais essayer de revenir d'ici 15 jours. Avec un peu de chance, tu auras la partie 2 de Sabri Dridi, le locataire qui ne me paie pas. Et du coup, il ne reste plus qu'à te dire à dans 15 jours dans le prochain épisode. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram, à LocInvest.